Bang bang. Pas mal. On peut mieux faire. Celle-là, ça va être bien. Bang bang. Voilà, celui-là était beau. Les trois derrière, vous êtes obligés de venir, hein, parce que vous ne pouvez pas regarder debout comme ça. Est-ce qu'il y a une quoi? Ah, si elle n'est pas propre, on peut t'en gérer des nouvelles. On va les nettoyer. Tu peux l'en donner? Voilà, c'est le on est juste là. Bon, là, on va avoir en 15 minutes chrono un monsieur qui va d'abord, s'il te plaît, en 3 minutes, nous dire ton business fait quoi et donner quelques chiffres que tu as partagés sur LinkedIn qui étaient super intéressants pour te donner un peu de légitimité sur ce que tu vas montrer derrière. Et après, il va vous montrer en 15 minutes comment on peut lancer un business, même touristique, en Guadeloupe très rapidement. On va alors l'applaudir s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Déjà, excusez-moi pour l'extraction de voix. J'ai dépensé tout ce qui me restait encore vocal à insulter des Argentins hier soir. Et du coup, j'ai pas grand-chose. Alors, je suis le fondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle la Billetterie Saint-Oise, qui est un marketplace qui propose d'organiser des excursions sa journée aux Saintes et à Marie-Galante. J'ai monté cette entreprise avec deux associés qui sont Maëlle, qui est aussi ma fiancée, et également Guillaume, qui est un ami qui est en Suisse. Parce que j'ai compris qu'il y avait une niche. En gros, il y a 1 200 000 touristes qui viennent en Guadeloupe avant Covid. Il y en a 300 000 qui viennent au Saintes et 200 000 à Marie-Galante. Je me dis, je suis Saint-Ouen, il y a un truc à tenter, l'offre est éparpillée. Je vais juste prendre tous les items indispensables au fait de venir au Saintes, le billet de bateau, la locomotion, la restauration, les activités. Je vais mettre ça sur un site. Je vais mettre Maëlle, qui a travaillé des années dans les grands hôtels parisiens et qui sait traiter les touristes. Moi, qui travaille dans les startups et qui sait faire du marketing stratégique. Et Guillaume, un pote, qui est dev. Et on va lancer. Alors, avec 2 téléphones, un WordPress qui est un site que nous créons soi-même, en fait, qui est très bois-bois. J'aime bien dire que c'est un site qui est bois-bois, parce qu'en fait, s'il y avait une métaphore par rapport à ce site, ce serait un bateau dans lequel tu navigues et dans lequel tu serais plus préoccupé à écoper qu'à avancer. Voilà. C'est vraiment ça, on écope. Et bien avec un WordPress bois-bois, on clôture cette année à 500 000 € de chiffre d'affaires. Et 2 téléphones. Sur terre de l'eau et Marie-Galante. Point. Et pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on est extraordinaire, c'est parce que c'est le marché qui est comme ça en Guadeloupe. Et c'est ce que je vais essayer de faire comprendre à travers cet atelier. 5 étapes pour créer une start-up. Alors la première chose, et c'est toujours ce que je fais quand je commence une intervention, c'est de décrire ce qu'est les start-up. Je ne me définis pas comme un entrepreneur, un gourou, moi je sais faire des start-up. Une start-up, c'est une entreprise jeune. C'est l'anti-PME, c'est l'anti-entreprise pour laquelle il faut faire un business plan, étudier son marché, lancer, avoir des financements, c'est l'inverse de cette start-up. Une start-up, c'est une entreprise que tu vas créer et pour laquelle la vitesse entre l'idée et l'exécution est optimale et le coût que tu vas mettre dans ton entreprise minimal. Tu dois sortir une version de ton produit la plus basique possible pour aller vérifier qu'il y a un marché. Et si tu vérifies qu'il y a un marché sur ton produit, tu as gagné, la startup a gagné, et ensuite il faut juste, on va dire, structurer ton entreprise pour prendre un peu plus de marché. Ça sonne un peu charabia. Je sors la billetterie Saint-Oise, je fais un site internet nul, mais je sais qu'il y a une demande. Je lance ce site internet nul, la demande est tellement frénétique que Maëlle faisait des nervous breakdowns. Moi, je devenais fou, parce que ça appelait, non pas parce que le produit était bon, mais notre produit était demandé en fait. Et ensuite, une fois que tu as vérifié que ton produit existe avec ta startup, tout ce que tu vas faire, c'est construire un bon bateau qui maintenant navigue avec belle voile pour aller encore plus loin dans ta relation clientèle. Et c'est ça qui est intéressant avec la startup, c'est qu'on peut tous le faire. On a créé ça à 3 avec 500 € chacun. Et on arrive à ça. Et encore une fois, pas parce qu'on est fort ou machin, parce qu'en fait, il y a un besoin et on l'a identifié. Et l'entreprise que je vais vous proposer de créer, c'est tout simplement l'équivalent de la billetterie Saint-Oise, en 5 étapes, sur un autre marché, une autre ville, une autre destination. Donc c'est une agence de conception de séjours touristiques sur mesure.
Donc, première partie, de l'idée à l'exécution. Donc, ce qu'on va vouloir faire avec cette entreprise, c'est qu'on va vouloir vendre des séjours et des expériences sur mesure en mutualisant les services sur son site, exactement comme on a fait avec la Gaîterie Saint-Oise. On peut dire qu'on va vendre des séjours, des sorties bateaux, parce qu'il y en a plein, des sorties avec des guides. On va proposer au guide de leur envoyer des clients et on va devenir l'interface entre le guide et le particulier qui va vouloir réserver. Donc ce modèle, il a des avantages. Donc c'est un modèle de marketplace, donc c'est assez facile et rapide à automatiser et à déployer. On apporte une vraie réponse aux clients, c'est qu'on fait ce qu'on appelle le middleman, l'intermédiaire entre le client et le professionnel, et on peut répondre à tous ses besoins avec ce modèle-là. Et le troisième point qui est intéressant, et là c'est un terme encore un peu barbare, c'est qu'on a plusieurs axes de scalabilité. Ça veut dire que si ce modèle fonctionne, on peut aller le chercher sur plusieurs autres axes. Si ça marche avec les sorties bateaux, ça va marcher avec les VTC, ça va marcher avec l'hôtellerie, etc., etc. Voilà les avantages. Les inconvénients, c'est qu'on va absorber les problématiques métiers de chaque partenaire. Alors, le problème du mec qui a son bateau devient le tien. D'accord? Le problème du mec qui est VTC devient le tien. S'il est en retard, s'il n'est pas sérieux, c'est toi, l'interlocuteur du client, c'est toi qui vas débuter. Tu vas avoir besoin d'être réactif, très réactif, pour que ton client soit satisfait, versus l'inertie due à ce modèle-là. Le gars te demande un VTC, tu demandes au VTC est-ce qu'il est disponible, le VTC te répond, tu réponds au gars. Ça, c'est une interaction pour un client qui a un besoin. Multiplie ça par le nombre de clients qui vont avoir des besoins et par le nombre de clients que tu auras dans la journée. Donc voilà. Et ensuite, tu es dépendant du prestataire. Comme tu vends un service de quelqu'un d'autre, tu es dépendant d'eux. Donc tu vas créer une relation avec eux. Voilà le schéma de départ. Alors aujourd'hui, maintenant, on va... Excusez-moi, là, tout de suite, on va concevoir l'offre. Putain, c'est dommage, j'ai pas de présentation, j'ai des gifs, c'est trop drôle. De toute façon, on va l'envoyer à tous, mais c'est un exercice pour voir si vous vous projetez mentalement. Bon, alors ce qu'on va faire, pour être malin, on va trouver un point d'entrée marketing. Alors, il vaut mieux être le spécialiste d'un truc que faire plein de trucs moyens. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une agence qui va faire plein d'offres, on va être spécialiste d'un truc. Par exemple, on va créer Speedboat.gp, le spécialiste de la sortie bateau en Guadeloupe. On va rentrer par ce moyen-là. Ou alors, on va créer Papat.gp, le site qui recense les VTC. Putain, je vais mettre ce vraiment. Le site qui recense tous les VTC de Guadeloupe. Vous allez avoir un point d'entrée marketing sur un service, sur une offre. On ne va pas s'éparpiller. Ça va être plus simple après pour communiquer et pour être bon dans le marketing. Ensuite, quand on va créer une offre, on va essayer de créer une offre intelligente pour essayer de faire ce qu'on appelle de l'upsell. Si tu vends un VTC à un gars et qu'il te dit où il va, peut-être que tu peux lui vendre la prestation inhérente à la destination. Si le gars te dit je veux un VTC pour amener de la Creole Beach à la Pointe des Châteaux, peut-être qu'il veut faire une sortie Pointe des Châteaux et tu peux commencer à réfléchir pour augmenter ton panier en faisant de l'upsell. Et donc du coup, on va prendre une marge comprise entre 15 et 20% par rapport à la prestation initiale parce que c'est comme ça que le marché est. C'est-à-dire que la sortie bateau va coûter 100 €, toi tu vas la vendre 120, 115, c'est le prix du marché quand tu es intermédiaire. Donc tu as ton offre, elle est construite, tu te positionnes, et donc tu vas commencer par chercher des partenaires. Donc des gens qui vont t'autoriser à vendre leurs produits. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cibler les solopreneurs, les petites entreprises, pour agir en apporteur d'affaires dans ce premier temps. Pourquoi? Parce que le gars, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sort en bateau, et s'il est solopreneur, il n'a pas le temps, quand il est en mer, de répondre aux appels. Donc il rate du business. Donc lui, il va typiquement avoir besoin de toi pour prendre des clients, les faire payer pendant qu'il est en mer. Et ce que tu veux lui vendre, c'est lui dire, écoute, ce que tu aimes faire, c'est des sorties bateau. Animer la sortie bateau, c'est cool. Moi, je vais faire tout ce que tu n'aimes pas faire, le traitement en avant, et demain, quand tu vas te réveiller, tu sauras combien de clients il y a sur ton bateau, combien t'as pas. Cette typologie d'entrepreneurs a des problématiques de structure. Ils sont souvent seuls, en effectif réduit, et seront favorables à la délégation du processus de réservation d'un rapport d'affaires. Donc c'est ce que je veux dire. Parmi eux, donc, je peux citer les VTC.
et taxis, les loueurs de véhicules, les petites structures, les excursions bateaux et les guides. Pour trouver ces gens-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur TripAdvisor, Google, Airbnb, Le Bon Coin pour te constituer un fichier client. Tu vas d'abord le contacter par mail avec un mail du type « Bonjour, je suis un tel de l'agence Speedboat et j'ai des clients qui recherchent le type de prestations que tu proposes. Quand seras-tu disponible pour un échange téléphonique afin que nous discussions des modalités d'un partenariat ?» Le mec sera intéressé forcément. Tout ce que je vous dis là, c'est comme ça que j'ai fait la maîtrise Saint-Oise. Et ça y est, tu es un partenaire. Tu le reproduis autant de fois que tu as besoin de partenaire, autant de fois que tu as besoin de type d'offre. Et normalement, tu as ton catalogue produit. Petit 4, tu vas concevoir ce qu'on appelle ton MVP. Donc ton MVP, c'est ton site en fait. MVP, c'est un anglicisme qui veut dire minimum viable product, c'est-à-dire la version, comme je l'ai dit, la plus basique du produit pour pouvoir faire votre activité rapidement et à pas cher. Ce que je vous conseille de faire sur ce type d'activité, c'est un site qui tient sur une page. Pourquoi sur une page? Parce que sur une page, il n'y a pas de navigation entre les pages et que 80% du trafic se fait sur un mobile. Et sur un mobile, on scrolle. Un site léger. Le réseau mobile en Guadeloupe est nul. On a un taux de paiement qui échoue à cause de ça. Commencez pas à mettre des super photos qui pèsent 4 tonnes et des textes que personne ne lira. Mettez votre offre, des photos engageantes, des call to action, comme il a dit, des boutons qui donnent envie de faire une action, payer, ouvrir un formulaire, le remplir, et ça suffira largement. Votre site a un seul but, c'est de transformer le client, rien d'autre. Ensuite, vous allez permettre à vos clients de vous contacter sur WhatsApp Business vers votre site. Ça, c'est un tip que je vous donne. C'est 70% de mon business, WhatsApp. On était sur formulaire à la base. J'ai rajouté un bouton WhatsApp. C'est méga chiant. C'est drôle, c'est chiant, mais il y a des façons d'automatiser. Mais par contre, les gens, ils payent. Ils demandent, ils payent. C'est interactif, c'est réactif, c'est super. Je vous conseille ici, il y a des agences qui ne l'ont pas encore mis sur leur site, mettez-le. Et WhatsApp, autrement, vous servira aussi à gérer les interactions avec vos partenaires, vos prestataires, les gens pour qui vous vendez. Quand vous allez leur demander est-ce qu'il reste des places sur le bateau, c'est par WhatsApp que vous le ferez. Et dernière étape, il ne reste plus qu'à trouver les clients. Alors, il n'y a pas 10 000 canaux pour trouver des clients sur ce modèle-là. Il y a les annuaires et les réseaux sociaux. Il y a le référencement payant, il y a le référencement naturel et il y a les social ads, c'est-à-dire la publicité sur les réseaux sociaux payants. Les annuaires et les réseaux sociaux, s'il vous plaît, un compte Google My Business, c'est obligatoire. Il y a trop de partenaires qui n'ont pas ça, c'est gratuit, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas ne pas avoir ça en 2023. Un compte TripAdvisor, je fais une parenthèse, les gens ont peur des avis que les clients laissent sur TripAdvisor. Si vous vendez un bon produit et que le client est bien pris en charge, il vous laissera soit pas de commentaire parce qu'il s'en fout, il y a autre chose à faire, soit un bon commentaire. On a 4,9 sur Google My Business et on a 4,5 sur TripAdvisor et on travaille avec des mecs qui ont 2. Pourquoi? Parce que quand le mec appelle, je décroche en fait et je lui réponds. C'est tout. Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Et 2 petites astuces que je vous donne également, c'est Pinterest et Yelp pour la clientèle anglophone. Ils sont vachement sur Yelp les anglophones, et c'est pas mal d'avoir une page Yelp. Mais après, d'ailleurs, on parle d'anglais par contre, sinon forcément, ça ne sert à rien. Le SEM, c'est ce que j'appelle donc, ça veut dire Search Engine Machine Marketing, pardon. Ça veut dire juste le référencement payant sur les moteurs de recherche, notamment Google. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la billetterie saint-oise, on dépense 100 € par jour en saison sur Google, à peu près. Sur les autres réseaux, on met 50 € par jour, et sur les mois de saison, on fait 80 000 € par mois.
Vous vouliez des chiffres tout à l'heure sur l'engagement, voilà, c'est ce que je fais. Et il n'y a pas une image que je laisse au hasard, il n'y a pas un bouton qui est placé là, il n'y a pas une couleur qui est pas machin. Voilà. Et je rajoute que je mets depuis 2 mois 600 € de référencement naturel pour appuyer tout le monde. Mais c'est parce que c'est structurel, c'est un besoin vital. Vous ne pouvez pas passer outre. Les influenceurs, les créateurs de contenu sont là pour vous donner un coup de boost à un moment sur une campagne donnée parce que vous sortez un produit. Mais sur ce modèle-là, ça ne suffira pas. Donc le SEO, le référencement naturel, je viens de vous en parler. Je vous conseille de passer par un prestataire si vous n'avez pas de compétences là-dedans. Le marché, c'est à peu près 600, 500, 600 € par mois, quelle que soit votre activité. Donc peut-être qu'en fonction de ce que vous faites, il n'y a aucun intérêt pour vous. Ou peut-être que si, mais c'est à vous de le déterminer. Quelqu'un qui a une petite location de voiture de vélo, qui a 10 vélos, il n'a pas mis 600 € dans le SEO. Quelqu'un qui est multi-produit, qui a un modèle d'agence comme ça, il va vendre le vélo, le bateau, le scooter, le restaurant. Il divise ce coût-là sur plusieurs produits, c'est intéressant pour lui. Et les social ads, donc la communication sur les réseaux sociaux, je m'excuse pour les anglicismes, comme j'ai peu de temps et qu'il faut que je fasse un peu concis, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas pour faire les questions-réponses, vous me direz. En plus, je parle vite. Moi, j'utilise exclusivement Meta Ads, donc Instagram, Facebook. J'ai commencé avec 20 € par jour. Là, pour cette saison-là, on s'est dit qu'on allait passer à 50 € par jour. C'est très intéressant ce format-là, mais il faut avoir de belles photos. Et là, pour le coup, vous allez avoir besoin de créateurs de contenu pour avoir de belles photos. Il vous faut de très belles photos, il vous faut quelque chose de clair et de concis. Je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure dans le cadre de contenu, mais vous avez très peu de temps pour capter l'attention du client sur ce format-là, parce que l'historique, ça va vite. Mais par contre, ça marche de ouf. Ça marche de ouf. On a pris 800 abonnés qui nous ont rapporté des dizaines de milliers d'euros. Traquez vos campagnes. Vous ne pouvez pas faire une campagne, c'est encore un conseil que je vous donne. Vous ne pouvez pas faire une campagne et ne pas savoir combien ça rapporte. Traquez vos campagnes. Je dépense 1 €, ça me rapporte tant d'euros. L'argent, c'est votre unité de mesure, c'est l'unité de mesure du succès de votre boîte. Les complexes avec l'argent, il faut, voilà. 1 € dépensé, vous allez savoir combien vous rapporte. Dans ce modèle-là, encore une fois, je reste dans l'exemple que je vous donne. Donc là, on a tout fait. Vous savez comment, quel projet faire, comment créer. J'ai rajouté quelques tips, si j'ai encore le temps d'en mettre quelques-uns. Vas-y, en 1 minute 32. Je vous enverrai le formulaire parce que je vais plus loin dans certaines choses. Je vous ai mis des outils pour savoir quel site lancer gratuitement, quels outils utiliser gratuitement, quel CRM trouver gratuitement, les boîtes de comptabilité en ligne les moins chères que moi j'utilise, ça peut vous intéresser, les prestats et sites pour trouver les prestats, comment créer votre logo, Canva et Recanva, les meilleurs systèmes de paiement, les autres microservices et même le légal. Donc pour ceux qui sont dans de vraies problématiques de création d'entreprise, de structuration, il y a peut-être des trucs qui vont vous servir. Je vous enverrai le lien et vous pourrez regarder. Les tips que je voulais dire en 1 minute, c'est des tips plutôt sur le mindset. 1. Une idée, ça ne se vole pas, parce que l'idée, ça ne vaut rien, ce qui compte, c'est l'exécution. On a tous ce pote qui a 25 000 idées, mais qui n'a jamais de projet. Donc, personne ne va voler votre idée parce que tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'exécution. Aller de 0 à 1 le plus rapidement possible, c'est tout ce qui compte. Ça, c'est le premier truc. 2, et ça c'est très culturel ici, parlez de votre idée. Parlez-en. Dites non, on va pas parler, ça va compter malédiction. Non. Vous avez besoin de feedback. Et si vous voulez un feedback de qualité, parlez-en à vos clients. Votre maman vous adore, elle va vous dire c'est super, mais si c'est pas votre client, on s'en fout. Si quelqu'un vous dit que c'est pas bon et c'est pas votre client, on s'en fout aussi. Allez voir votre client, parlez-lui-en, et vous voyez s'il peut l'acheter, et si c'est oui, lancez. Une start-up de ce type se lance sans financement, perdez pas votre temps à aller chercher de l'argent. Moi, si je travaillais à la région, s'il y avait marqué start-up en lancement, et qu'on demande du financement, c'est non. Trouve des clients. Fais marcher ton business, et une fois que tu as des clients, viens me chercher et je te donne du financement. Tant que tu n'as pas trouvé de clients, pas besoin d'argent, tu as besoin de clients. Donc allez, arrêtez d'aller voir la région pour ça, ça ne sert à rien.
Un client qui a reçu un bon accueil comprendra même si le prestataire est merdique. Et le dernier conseil que je donne qui est plus global, c'est une prise de conscience sur le maillage socio-économique de la Guadeloupe. La raison pour laquelle beaucoup d'infrastructures ne sont pas à la hauteur en Guadeloupe, elle est simple, il n'y a rien de culturel, c'est très simple, c'est que dans beaucoup d'industries en Guadeloupe, il y a plus de demandes que d'offres. Et comme il y a plus de demandes que d'offres, la concurrence ne s'opère pas. Et comme la concurrence ne s'opère pas, les gens n'ont pas à remettre en question leur pratique commerciale pour trouver d'autres clients. Tout le monde a déjà cherché un artisan, un carreleur. Tu dis au gars, viens à la maison, carle-moi ça comme ça. Non, il va carler comme ça. Tu lui dis, mais c'est ma maison, frère. Non, il va le carler comme ça. Et si tu n'es pas content, il y en a 10 derrière. Et c'est ça le problème du tourisme aussi. Pourquoi un hôtel va se restaurer? Pourquoi un loueur va améliorer sa flotte? Pourquoi? Alors qu'en ayant ses vieilles voitures et son hôtel décrépit, il a quand même des clients. La Biaiserie Saint-Oise, on n'est pas bon en tourisme, on est bon en service client. Il n'y a pas un client qui n'est pas rappelé, qui n'a pas reçu un mail, qui n'est pas, même s'il n'est pas content, il n'est pas d'accord, c'est ça qu'on vend en fait. Donc en faisant ça, ce que je vous donne, et je vous parie ça, mon poids en tournant d'amour, je vous le donne, en faisant ça, vous allez gagner de l'argent, même en le faisant mal, parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Mais si vous le faites bien, si nous on arrive à faire 500 000 € avec 2 téléphones et un WordPress Story, si vous le faites bien, vous avez des skills de développeur, vous connaissez des gens qui font du SEO, c'est sûr, c'est machin qui est cette responsabilité parce que l'opulence ne va pas durer. Économiquement, écologiquement, le tourisme va devoir relever des défis qui vont faire que la population qui va venir va se spécifier. Les gens qui vont venir, c'est juste les gens qui ont les moyens de venir. Et quand les gens riches vont venir en Guadeloupe, ils ne vont pas vouloir d'un hôtel décrépit, ils ne vont pas vouloir d'un vélo pété avec les roues voilées, ils vont vouloir de niveau de service. Et je conclue là-dessus. Vous n'avez aucune obligation d'être bon dans ce que vous faites puisque vous avez des clients. Et c'est là que les entrepreneurs guadeloupéens et antillais qui sont bons sont pour moi les meilleurs que j'ai jamais rencontrés. Parce que ceux qui sont bons dans ce qu'ils font et qui le font avec une conscience professionnelle, ils le font alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ils le font parce que c'est comme ça qu'ils sont. Et c'est pour ça que de tous les entrepreneurs, de toute la sphère entrepreneuriale que je rencontre, et c'est pas par chauvinisme que je le dis, les entrepreneurs en guadeloupéens qui sont consciencieux n'ont rien à envier ailleurs. Voilà, c'est tout. Du coup, tu vas rester là. Bon, j'ai l'impression que je vous ai regardé un peu sur les réactions. Dès qu'on parlait chiffres, tout le monde était content. Vous êtes curieux? Vous kiffez les chiffres? Non, ce qui est intéressant avec ce qu'il a montré, c'est clairement, comme il a dit, que la première source de financement, c'est les clients. Et encore plus si tu fais de l'activité et du matériel, le fait de vendre avant de faire, de vendre sur plan, entre guillemets, il n'y a pas photo, c'est le meilleur business model possible. Du coup, on va continuer avec toi. On va accueillir d'autres personnes qui sont dans le digital et le tourisme, sur un panel de 20 minutes express. Donc on va accueillir Anthony, qui est juste là. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Elle est là, elle devait emmener sa fille chez le médecin, donc je pense qu'elle n'est pas là. Elle est partie. Tony est là, Anthony, il y avait qui d'autre? Rodolphe, rejoins-nous s'il te plaît, on peut l'applaudir. Alors, si j'ai oublié quelqu'un, il faut me le dire maintenant, je cherche tes yeux. Je crois que c'était tout le monde sur le panel digital. La dernière personne n'a pas pu venir. Non? Ok, bah c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Bah allez-y, asseyez-vous les gars. Alors le but de ce panel, c'est de montrer quoi? C'est de montrer qu'il y a des initiatives digitales qui peuvent être des initiatives de side project, donc de petits projets à côté. Rodolphe va vous en parler parce que ça venait d'un besoin qu'il a eu. Qui peuvent être des initiatives qui viennent d'une pure ambition business, comme ce que Tony a fait avec un super chiffre de 500K basé au sein. Et il m'envoie des stories parfois à son bureau, c'est vraiment... bref, c'est n'importe quoi, ça mettrait des Parisiens en PLS, je pense. Il est en train de prendre la blague avec ses potes et bosser en même temps face à la mer avec un petit punch sur la table. C'est plutôt cool de faire un peu d'argent comme ça. Et avec Anthony qui va nous parler justement de ce qu'ils sont en train de faire, qui ne se fait pas même ailleurs. Je pense que si vous avez déjà pris l'avion, vous l'avez déjà vu à l'aéroport. Qui l'a déjà vu d'ailleurs? Vous reconnaissez sa tête? Ouais. Vous n'avez jamais eu envie de lui acheter un truc? Il fait vraiment genre parfait quand même. Il est pas rasé comme moi, je vais même raser si on me voyait là, c'est bon.
Donc voilà, ce panel, le but, ça va être de discuter de ce que vous faites et du fait que ce soit digital dans un pays où on a l'impression que personne ne fait un move sur ce sujet d'un point de vue touristique et qu'est-ce que ça peut apporter de faire ce petit move. Donc voilà, on va se représenter. Toi, tu l'as déjà fait, mais présente-toi, qu'est-ce que tu fais et quel est ton projet? Et pareil pour toi. Bonsoir tout le monde. Alors, Rodolphe Richard, je suis. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Je suis gérant d'une agence digitale que j'ai montée à Paris en 2016. J'enseigne aussi à la fac en fait, les bonnes pratiques du design web. Je fais de l'ergonomie, du design et du développement. Et voilà, ça fait 4 ans que je suis en Guadeloupe. Et très sincèrement, j'ai surtout continué à bosser avec les clientèles ultramarines parce que les dynamiques ici ne sont pas évidentes par rapport à ma spécialité. Je suis plus dans le luxe, l'événementiel, et voilà, c'est pas forcément ici prioritaire ici à Guadeloupe. Et après, je me suis isolé aussi, je me suis planqué au bout de l'île à Saint-François, à la Pointe des Châteaux. C'est pas forcément la zone la plus dynamique de l'île, mais du coup, j'ai quand même, voilà, c'est plus par des croisements de terrain d'affinité. Je suis musicien aussi à côté. Je m'intéresse à l'événementiel pas mal et j'ai constaté qu'il n'y avait pas grand-chose là-bas. C'est propre à la Guadeloupe en général parce que la communication et l'anticipation d'annonces d'événements. Et donc j'ai pris et aussi sur les usages, aussi on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les événements à venir, etc. Bon, tardivement. Là j'ai pris un peu tout ça contre pied pour lancer un mini-site, une petite application mobile, c'est saintfrançois.gt. La mairie n'était pas trop, communique pas trop sur internet, donc je me suis accaparé le nom de domaine. Et donc voilà, j'ai lancé ça assez récemment pour la dernière saison touristique. Et pour l'instant, c'est une initiative un peu, voilà, c'est balbutiement un peu le moment, c'est juste en train de monter doucement dans les résultats de recherche. Et en fait, l'idée, c'est surtout de mettre en avant, disons, la vie locale, les événements un peu récurrents, les événements de quartier, que ce soit musical, associatif, culturel, artistique. Et voilà, je pourrais développer un peu plus sur le modèle économique. Mais voilà, dans les grandes lignes, Jordan a une gentillesse de m'inviter pour parler de ça. Ça touche au tourisme, effectivement, à l'événementiel, voilà, dans les grandes lignes. Donc, ce qui est top, c'est surtout que c'est une initiative privée de référencer des événements, mais qui vont finalement animer la vie culturelle et événementielle locale. Donc on va en parler juste après. Il n'a rien dit. Vous pouvez le huer. Enoch, Léo, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît. Huez-le. Ouh! J'ai dit, il manque qui? Le gars est là. Il n'a rien dit en fait. Ramène-toi. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. En plus, vous connaissez qui il fait. Non, c'est très grave, hein. Tu n'as rien dit. Installe-toi. Donc il va parler de ce qu'il fait. Et il y a un côté digital et physique. Donc ça va être super intéressant. Je te passe le mic. Rapidement, parce qu'on va d'abord faire un petit tour de table et après je pose des questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais, Mister Discret, qui est resté là-bas sans rien dire? Bonsoir tout le monde. Ça a été super bien préparé, moi j'ai rien préparé. Alors moi je m'appelle Enoch Baptiste, je suis connu surtout pour Pousse-Pousse sur les vélos taxi, les tuk-tuk et des publics qu'on a amenés dans la ville de Pointe-à-Pitre. On fait visiter la ville avec le croisiériste en particulier. À la base, j'ai fait des études de finance, j'ai tout plaqué et je me suis retrouvé sur les taxi un jour, c'est tout. Et au final, ça fait 9 ans que je fais ça. J'ai bien galéré, j'ai connu des moments très difficiles. Et du coup, ça nous amène aujourd'hui à développer un nouveau produit touristique depuis le Covid, parce que les gens ne peuvent plus être ensemble. Donc on a acheté des, je ne sais pas si vous pouvez voir juste dehors, j'appelle ça des bibis, ce sont des petites voitures de 2 places électriques
qui permettent en fait aux gens de visiter la ville en toute autonomie, parce qu'on a créé une application audio guidée. Au début c'était 7 langues, au final on va mettre le créole martiniquais et le créole guadeloupéen, parce qu'on estime que voilà, il faut aussi se valoriser nous-mêmes, donc on est en train de travailler cette partie-là. Et du coup, aujourd'hui, on est très sur le spectato avec Steve qui était là aujourd'hui. Le but, c'est vraiment d'essayer de valoriser notre ville. D'ailleurs, je vous demande de vous retourner juste derrière vous. Vous allez voir, c'est tout point d'habite. C'est encore une initiative que j'ai pu mener avec un autre artiste qui s'appelle Jean-Luc Desjans. Je suis allé le chercher parce qu'à la base, lui, il fait des corps de femmes. Et je lui ai dit, ce serait bien que ton œuvre voyage. Et du coup, on est parti sur cette œuvre. On a dessiné ça avec un ami. Et petit à petit, pendant le confinement, comme on n'avait pas grand-chose à faire, c'est la vraie histoire en fait. Et du coup, on a pris quand même quasiment 1 an et demi pour faire ça. Donc voilà. Vous pourrez voir le véhicule juste après, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie digitale dedans, donc c'est un audio tour, il va vous l'expliquer plus en détail juste après. Monsieur, qui es-tu? Bonsoir, rebonsoir. Du coup, Anthony Bardet, CMO et cofondateur de La Clé des Îles Conciergerie. Donc La Clé des Îles Conciergerie, c'est une conciergerie que je dis 360, c'est une conciergerie haut de gamme. On a commencé en fait par les villas. On a commencé en 2019 avec 4 villas, aujourd'hui on en a 30. En gestion, en commercialisation et en intendance, c'est-à-dire qu'on gère check-in, check-out, mais pas que ça. En fait, on gère les problèmes, les fuites, on gère les appels à 4h du matin parce qu'il y a un rabais, parce qu'il y a une iguane qui est restée coincée sous un matelas. Voilà. Donc on en est fiers parce que c'est d'abord la relation humaine en fait. Et Tony a parlé de quelque chose de très important. Pourquoi on est haut de gamme? Parce qu'en fait on a compris que c'est la relation qui compte avec le client. On peut mettre tout en place, tout le digital en place. Ça reste la relation client qui comptera le plus à la fin. Donc on est une conciergerie de villa, oui, mais on a très vite compris en fait que c'est l'expérience qui comptait et je suis guadeloupéen, donc c'était l'expérience de la destination qui nous importait tous, avant tout. Donc on a ouvert une conciergerie d'aéroport alors qu'on ne connaissait rien du tout. Donc ça a été une innovation, on ne savait pas, on l'a découvert au fil du temps. Et en fait, on est devenu l'une la seule, c'est sûr, de la Caraïbe, mais l'une des seules du monde, conciergerie à lier conciergerie de villa et également conciergerie d'aéroport. Donc en fait, on est capable aujourd'hui d'accueillir les clients à la porte de l'avion ou à la porte de leur jet et de pouvoir, dès la descente, leur créer une expérience extraordinaire. Alors, on est 3 aujourd'hui. Dans cette 3 cofondateurs. Donc c'est ma compagne, c'est une entreprise intergénérationnelle et familiale. Je vois Thibaut Fond avec qui on travaille. Voilà. Donc j'ai parlé aussi de Yalodé. On travaille, on est 3, mais on travaille avec la Guadeloupe tout entière. Ça veut dire qu'on met en avant les prestataires qu'on a testés d'une façon ou d'une autre. Qui serait capable de en tout cas, fidéliser cette clientèle. Malheureusement, c'est un choix, mais en tout cas, on veut absolument que les prestataires soient irréprochables. Pour la simple et bonne raison, comme Tony l'a dit, que le service après-vente, c'est une nouvelle. Donc, du coup, on préfère être garant des prestataires qu'on propose. Et donc le digital, l'aspect digital, donc déjà c'est un peu mon métier à la base, mais le digital pour moi il n'est pas forcément comme Tony par exemple sur ma plateforme, il est plus dans le process interne. Aujourd'hui on a un écosystème qui nous permet de scaler. Si on n'est que 3 et qu'on arrive à gérer 30 villas
C'est dommage, Jessica est partie, mais elle aussi, elle gère tout là. Mais si on arrive à nous le faire, c'est justement parce qu'on a réussi à bosser à fond sur l'écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre channel manager, il est impeccable. Il est connecté avec tous les prestataires. Aujourd'hui, j'en parlais avec monsieur tout à l'heure, on a plus de 40 rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais en tout cas, il nous permet en tout cas de faire des choses extraordinaires, effectivement. Mais aujourd'hui, voilà, on est plus dans le process, dans la relation client, le digital il est là. Et si vous avez des questions sur ça, je serai ravi de vous répondre. Yes, donc il y aura deux aspects sur le côté digital. Ce que vous voyez, la partie immergée de l'iceberg, tu peux réserver sur un site, ils ont un joli site, il y a déjà une photo, ça marche. Et comme il a dit, la partie immergée de l'iceberg qui te permet de gérer tous les process internes et d'être 3 et de pouvoir gérer à plusieurs. Du coup, monsieur, représente-toi rapidement et après, tu réponds à la question. Est-ce que vous avez compris qui il est? C'est bon? C'est top, génial. Alors, j'ai une première question justement. Quel est votre stack? Pour ceux qui sont dans la tech, le stack, c'est la suite d'outils que tu utilises. Par exemple, tu vas dire mon stack, c'est j'ai un site qui est sur WordPress, j'accepte des paiements avec PayPal ou j'accepte des paiements avec Stripe, je gère des emails avec Mailchimp et je fais les SMS avec cette plateforme. En général, quand tu te lances sur le digital, encore plus dans le tourisme, mais dans le digital en général, tu vas utiliser une panoplie d'outils différents. Donc le stack, c'est l'ensemble des outils que tu utilises. Donc pour gérer vos différents business, rapidement les trucs, parce que tout le monde n'est pas technique. C'est quoi vos stacks et vous faites quoi avec? Alors, comme je dis, on a un marketplace sur WordPress. Alors, c'est une place de marché, c'est un site sur lequel des professionnels vendent leurs produits. Et ce qui est bien avec le marketplace, c'est que quand toi, client, tu payes tous les produits que tu as pris pour faire ton séjour, au paiement, la part qui revient à chacun est automatiquement versée à l'autre. Il n'y a pas d'encaissement sur mon compte pour toi. C'est clair. Donc en direct, tu ne collectes pas à la fin, l'argent est dispatché directement. Directement, moi je prends ma commission et que c'était une prévôt. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux encaisser l'argent moi, plutôt que leur demander de me payer après. Ici, c'est mort. Le logiciel, enfin ça s'appelle un SaaS, mais le service, le microservice que j'utilise pour gérer en fait quasiment toutes ces notions. Franchement, si vous n'avez pas notion, prenez notion. Notion ISB, je vous jure, ça fait tout, c'est magnifique. À main levée, qui ne connaît pas? Il y a pas mal de mots. Notion, c'est un Excel sous stéroïde. Ça fait à la fois to-do list, ça fait des tableurs et des calculs, ça fait suivi de CRM, suivi de projet, ça fait tout ce que vous voulez que ça fasse. Ça fait site internet, ça fait tout. Et ça coûte 10, non je ne paye pas moi, c'est pour ça, mais ça coûte $10 par mois par utilisateur, c'est ce qu'on paye. En paiement, donc MangoPay, on va passer sur Stripe, on est sur MangoPay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Et en design, Canva. Notion et Canva, c'est DFA aussi. Canva, c'est un truc qui coûte 10 € par mois et vous devenez graphiste. C'est un truc de fou. Je suis nul et je fais des trucs de fou avec Canva. J'ai déjà même facturé quand des fois, j'ai un peu honte, mais j'étais en galère. La méritaire m'a demandé de faire une affiche et quand je l'ai facturé 500 balles, il me paye. C'est super. Et donc, c'est super, c'est l'outil qu'il faut. Pour les automations, j'utilise Zapier pour automatiser des tâches et pour les échanges avec les clients, WhatsApp. WhatsApp, c'est le canal où il y a le plus gros taux de clics et Typeform pour le formulaire. Okay. Une grosse partie de ton business, c'est sur WhatsApp, toi, tu disais. En fait, on est automatisé à 60%. Un billet de bateau, les gens le prennent en automatique. Mais on a une problématique là-bas, genre il y a 80 voitures électriques sur l'île, il y a 2000 personnes par jour en saison, et tout le monde a une voiture électrique. Donc il est impossible d'être en automatique sur le stock. Parce que le temps que je passe une vente en automatique, le loueur en a fait une, et puis je ne suis pas tout seul. Donc comme je suis 5-3 et j'ai un allottement,
Mais les autres, tu vois, c'est chaud, vraiment. Donc on est obligé d'être sur WordPress. Quand t'as une voiture, j'ai une voiture. Ok, ça c'est Maël, c'est ça qu'il a refait. T'as une voiture, j'ai une voiture. Ok, il y a une voiture. Paye ta voiture. Il va payer sa voiture parce qu'une autre personne veut une voiture. Non, mais. Ouais. Yes. Merci. Donc du coup, le stack. Bon bah bien sûr, moi je suis pas, j'ai tout développé tout seul. Donc c'est du no-code, full no-code. Donc le site internet sur Wix, clairement. Ensuite, Channel Manager, Snowbue obligatoire, si on veut. Une bonne partie de l'automatisation du service client, il est sur Snowbue direct. Slack pour la communication interne, obligation avec WhatsApp, c'est moite-moite, mais pour sauvegarder et mieux trouver des conversations, des idées, des choses dont on a parlé, etc. C'est mieux. WhatsApp obligatoire pour la gestion des clients, mais aussi la gestion des propriétaires. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le paiement. Comment? En fait, non. Nous, on a décidé de ne pas. On est les mauvais élèves de la classe au niveau du paiement. On a décidé de ne pas automatiser le paiement pour obliger la conversation avec les clients. Donc, c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait et l'obligation est de faire un virement bancaire. Donc, voilà, on est resté sur ça. Mais je pense qu'on va pas tarder à y passer. Mais Stripe et c'est quoi ça? Sweetly aussi pour les cautions, parce que. Ok, génial. Bon, du coup, on a pris un TPE pour ça, donc on n'a pas automatisé pour l'instant. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça, et j'ai oublié sûrement des choses, mais ça va me revenir. Bien sûr, t'écoutes surtout. Toi, c'est un peu différent parce que c'est embarqué dans le véhicule. Mais c'est quoi votre stack? Est-ce que vous avez un site? C'est une appli pour pouvoir utiliser le véhicule? C'est directement dedans? Moi, en fait, tout est externalisé. Je passe par une société européenne d'ailleurs, qui en fait nous équipe les voitures pour qu'elles puissent démarrer avec une carte. Et ensuite, une fois, en fait, on avait loué les petites voitures. Le client qui venait de la Martinique, il est parti à Desrélan. Donc du coup, on a mis un système de géofencing qui en fait bloque la voiture dans un territoire bien précis, parce que aller à Desrélan avec la voiture, c'était pas ça l'idée, quoi. Ensuite, après, on a un site internet aussi où on reçoit les paiements pour la caution à l'ancienne, avec un système de cartes. Et puis je suis un pro de Canva. Donc si vous regardez ma page Instagram, tout est fait par moi. Les vidéos, c'est un bon téléphone et puis ça va. Moi, ce que je conseille souvent aux gens aussi, c'est regarder ce que font les meilleurs. Il n'y a pas de secret. On va essayer de copier, et après petit à petit, vous allez inventer des choses. Moi, je pense que c'est là la clé. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, il ne faut pas s'arrêter à se dire on ne peut pas. Il faut regarder les meilleurs. Il ne faut pas aller regarder les à peu près. On va regarder les Américains, on va regarder les Chinois, les Japonais, ce qui se fait un peu partout dans le monde. Et puis nous, on tente. Et quand on tente avec ce qu'on a ici, en fait. Et au final, les gens kiffent. Donc il ne faut pas se limiter à se dire ouais, j'ai pas les moyens, voilà, ça, ce genre de phrase, ça passe pas. Je vais te poser après une question sur le sujet, justement. À toi, ton stack, vas-y. Alors, toi, c'est un site, pour rappel, on peut découvrir les événements sur Saint-François. Ouais, alors sur Saint-François, c'est un petit projet. En fait, en ce qui me concerne, c'est plus un petit produit d'appel, disons une sorte de carte de visite. Donc, techniquement, c'est assez simple. L'idée, c'est que ce ne soit pas trop chronophage pour moi. Donc, en fait, j'ai interfacé ça avec un Google Agenda. Dès qu'on m'annonce un événement, je le rentre dans mon agenda et c'est en ligne. Donc, je pars, ça flux. Enfin, je rentre pas dans ça.
Et sinon, après moi je suis prestataire de services, donc les technos c'est plus la suite Adobe classique, que ce soit en traitement d'image, illustration ou vidéo, et côté jargon ésotérique, ça va être du Node.js, du React pour ceux qui connaissent, des choses comme ça. Voilà. Super. Alors cette question, elle n'est pas anodine. C'est pour montrer que c'est accessible. C'est souvent des outils no-code, comme ils l'ont dit. No-code, c'est le fait de ne pas utiliser de code pour pouvoir programmer. Il y a une différence entre programmer et coder. Quand, par exemple, vous allez utiliser de l'HTML ou du CSS, vous allez représenter visuellement de la donnée sur un site, mais ce n'est pas du code. Vous n'êtes pas en train de dire si ça arrive, alors fais ça. Or, être capable de dire si ça arrive, alors fais ça. C'est-à-dire, dès qu'un client arrive et qu'il a payé, alors tu lui envoies un email de confirmation. Ou alors, quand quelqu'un a sélectionné un produit et qu'il n'est pas passé à l'étape paiement, tu lui envoies un SMS pour savoir pourquoi il n'a pas allé au bout. Ça, c'est de la programmation. Et on n'est pas obligé d'utiliser du code pour faire de la programmation. Et ça, c'est une révolution pour l'industrie touristique. C'est en général une révolution pour ce qu'on appelle les makers, donc des gens qui font de leurs mains tous les jours, des entrepreneurs. Mais aussi, c'est une révolution pour les acteurs touristiques. Donc là, le but de cette question, c'est vraiment montrer qu'on peut être capable soit de faire un side project qui est une carte de visite, mais qui est aussi créateur de valeur pour les touristes sur place, comme tu l'as fait, soit avoir quelque chose qui est embarqué sur un véhicule qu'il a développé avec une société locale, mais qui est quand même plus poussé, parce que le véhicule se stoppe dès que tu sors d'un périmètre, c'est pas rien, là on est sur du code par contre, soit être sur des business qui sont générateurs de chiffres et qui ont une économie d'échelle, mais sans utiliser du code. Du coup, j'ai une première question, les gars. Le premier question chaud peut y répondre. Ça va être surtout sur la réceptivité des clients au digital. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ou sans digital, vous auriez fait le chiffre, ou que les gens qui vous trouvent aujourd'hui, ils vous trouvent uniquement parce que vous êtes les seuls à vous bouger pour faire quelque chose de fluide et de sympa avec l'aspect digital? Donc, je pense que je vais répondre déjà que simplement, pour l'instant, on bénéficie de toute l'expérience d'exploitation. On bénéficie du fait que le marché ne soit pas encore prêt. Voilà, tout simplement. Quand tout le monde va s'y mettre, on va s'y mettre encore plus fort et tout le monde va évoluer en même temps, mais on attend que ça. La concurrence améliore le tout. Et du coup, voilà, donc personnellement, enfin, nous, on a fait quelque chose, mais c'est pas, on peut encore mieux faire. Au niveau du service client, on n'aurait pas pu atteindre clairement ce niveau-là. C'est pour ça que je parle de scalabilité. On n'aurait pas pu atteindre ce niveau sans digital. Par contre, on a un point d'ordre d'arrêter le digital à un moment. Parce que dans la conciergerie haut de gamme, la relation client est primordiale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas plus de valeur qu'un humain pour ressentir les choses. Par contre, pour lui proposer des choses, on va dire génériques, bien sûr que l'ordinateur, une IA, ils sont bien plus forts que nous. Par contre, pour sentir quelqu'un, sentir son besoin, sentir son état d'esprit, etc., et lui faire une recommandation particulière, il y a ma chère associée qui vous en parlera tout à l'heure, c'est l'humain. C'est l'humain, et du coup, on a arrêté le digital à part. À ce moment-là, quand il faut créer une relation humaine pour créer de la valeur. Ouais, le but, c'est que ce soit vraiment invisible. Alors nous, concrètement, on n'aurait jamais fait ce chiffre d'affaires-là s'il n'y avait pas le digital. Une anecdote là-dessus, il y avait tellement de personnes qui répondaient au téléphone au Sainte que les gens m'appelaient pour me demander si la mer est belle, s'il va faire beau. Non mais je dis ça, mais ça représentait peut-être 50 appels par jour. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des automations, et maintenant, quand tu appelles la billetterie saintoise, c'est 80 centimes € la minute. Alors ils appellent que pour avoir des billets, et c'est moi qui les retiens. La mer est belle, qu'est-ce que je veux dire? On a créé des automations. Maëlle a créé une automation qui était géniale. Ça a été game changer pour nous dans l'entreprise. Elle a créé une automation qui fait que quand un client renseigne son numéro de téléphone dans notre formulaire, par automation, ce numéro va s'incrémenter dans notre Google Contact. Comme il est dans notre Google Contact, il va être dans notre WhatsApp.
comme dans notre WhatsApp, on a des messages préenregistrés, on lui envoie le message. Là où avant, formulaire, taper le nom du mec, le rajouter dans WhatsApp, même en desktop, c'est relou. Et c'est un truc qui nous avait été repris par Shubham Sharma, qui est le ponte de machin que vous avez fait, qui a félicité Maël, c'est son mérite dans la carrière. Et tout ce qu'on fait, c'est chercher des trucs comme ça pour automatiser. Un deuxième truc qu'on a fait, par exemple, qui nous donne un retour incroyable là-dessus, c'est simuler l'envoi d'un mail humain, mais c'est un bot qui l'envoie. Concrètement, il remplit son formulaire, un conseiller va revenir vers vous, et tu programmes un renvoi d'email 2 minutes après, et tu le copyright comme si c'était un humain. Bonjour, j'ai vu que vous avez fait une demande d'un ami de Saint-Oise, tu l'envoies 2 minutes après pour qu'il a pensé que c'est toi qui l'a envoyé. Comment puis-je vous aider? Et bien, laisse tomber l'autotransformation là-dessus. Mais tout ça, c'est de l'expérience, c'est de la formation. Et surtout, c'est sur une population qui est une population digitalisée. Le gars qui vit en Guadeloupe, il a déjà acheté son billet d'avion sur Internet, il a été sur Airbnb dans sa baraque, et quand il vit en Guadeloupe, il veut un service digitalisé. Donc oui, mais ça commence à être le cas avec le logo, les jeunes générations et tout, mais j'ai encore des appels de clients locaux, un peu les anciens, les vieux aussi métropolitains, mais les locaux qui, non, je vais à Trois-Rivières en voiture chercher mes billets parce que c'est physique. Je paye mon essence, mais je ne veux pas passer de ça. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Ça viendra. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Ça viendra, mais non, on n'aurait jamais fait ce chiffre-là si on n'avait pas automatisé les actions qui n'ont pas de valeur. Et comme il dit, pour être dans une forme optimale, quand on arrive au bout de la chaîne et qu'il faut revenir sur l'humain, parce que tu ne peux pas interagir avec un client qui est le 20e de la journée sur une demande, de la même façon que tu réagis avec le client qui est le 120e de la journée et dont les 80% des autres ont demandé si la mère était belle ou est-ce que je sais où est-ce qu'on est ton d'amour, tu vois. Donc oui, c'est indispensable de numériser, en tout cas dans nos activités, j'entends. Moi, je travaille beaucoup avec les bateaux de croisière, donc on a une clientèle qui en fait réserve très tôt en ligne. Il y a des gens qui réservent quasiment un an avant. On ne sait même pas si on allait résister. Donc on avait un peu peur. Mais aujourd'hui, en tout cas, la clientèle est étrangère. Les gens réservent qu'en ligne. Donc du coup, on est en train de voir avec celui qui travaille pour moi sur cette partie, parce que c'est compliqué de se retrouver avec un Allemand, un Italien et un Espagnol pour faire un tour. Donc on essaye de gérer ça de manière digitale, on n'a pas le choix. La clientèle locale, c'est WhatsApp, on n'a pas photo. C'est beaucoup, comme il disait, il me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas dangereux? Voilà. On passe beaucoup de temps au téléphone, donc on a aussi, il faut trouver des solutions. Donc, quand c'est la clientèle étrangère, c'est déjà dans leur habitude en fait. Donc voilà. Super. Ce qui est cool, c'est qu'on voit que du côté client, il y a la partie immergée de l'iceberg qui fait en sorte que ce soit simple, mais au final, c'est pour amener plus d'authenticité et plus de fluidité. Le but du digital pour vous, c'est faire en sorte que ce soit invisible pour le client. Et comme tu dis, quand tu réponds 12 fois, 120 fois à la même question, il vaut mieux peut-être une automatisation pour faire en sorte que derrière, ça reste quand même accueillant et fluide, et qu'au moment où toi tu passes sur de l'humain, ça soit vraiment authentique, tu passes pas sans mot. Alors, qui a des questions? Vous avez droit à 3 questions exactement, avant qu'on fasse une petite pause, et on enchaîne avec le haut de gamme et le luxe. Vas-y, viens, approche-toi. Tu avais noté ta question? Ok. Bonsoir tout le monde. Vous avez une question pour toi, Tony. C'est bien. Ouais. Déjà, en fait, j'en ai 2. Je ne sais pas si je peux en poser 2. Tu prendras les 2. Alors, du coup, la première, c'est vous avez une remarque sur le fait que, en tant que une agence réceptive, on va dire, tes commissions, c'est qu'il faut toujours faire des commissions sur les ventes. Donc, tu disais, tu vends une attraction familière à 100 €, tu la vends à 120.
ma première question, c'était pourquoi c'est toujours ce système-là? C'est-à-dire pourquoi c'est toujours une commission sur la vente même et pas un autre système justement de vente, c'est-à-dire le système d'abonnement ou autre chose. Est-ce que c'était une évidence pour toi que ça devait fonctionner comme ça, ou est-ce que tu as quand même fait le tour un petit peu des possibilités? Alors déjà, ce que je prétends, mais là, j'ai un ton très sentencieux et très sûr de moi dans ce que je dis, c'est parce que je le dis a posteriori. Je prétends ça par rapport à mon activité. C'est le marché qui décide que l'intermédiaire c'est 15-20%. Tu l'as à peu près partout, c'est ça. Mais c'est entre 15 et 20%. Alors ça dépend après des spécificités. C'est sûr que si tu es sur un bien à 1000 € et que tu es comme, peut-être que 10% te suffira par rapport à l'effort que tu vas fournir. Mais c'est toujours 15-20%. Pourquoi c'est 15-20% en plus? Par rapport à ce que je t'ai dit, le marché et la demande est supérieure à l'offre. Pourquoi le mec irait taper dans sa commission à lui pour te faire rentrer? Il ne le fera pas. Parce qu'en faisant de la merde, il va quand même vendre. Donc si toi tu veux arriver, tu dois non seulement lui demander est-ce qu'on peut travailler ensemble, mais lui apporter quelque chose. Et moi, comme je te l'ai dit, ce qui fait qu'ils acceptent. Et là, je les sens un petit peu mûrs pour reprendre un petit peu d'autres sens. Je sens qu'ils sont mûrs, mais sûr. Ce qui fait que ça c'est cool, c'est que je leur ai vendu le fait qu'en fait, ils décrochent plus le téléphone. J'ai des loueurs, tu l'appelles, ouais, non, croyez que la billetterie s'empoise. Et je vais aller même plus loin que ça. J'ai des agences qui m'appellent, qui rajoutent de la marge sur ma marge, et ça joue. Pourquoi? Parce que la demande est supérieure à l'offre. Quand la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. S'il y a une boulangerie, il y a une seule boulangerie, elle fait 100 baguettes et vous êtes 1000, il n'y a plus de chance que la baguette fasse 100 €. Donc tu vois, c'est pas moi qui décide ça, c'est pas un truc que c'est le marché qui est constitué de telle sorte que ça se fait comme ça. J'ai dit sur la deuxième, du coup en étant intermédiaire, comment tu fais pour être sûr que le client ne va pas juste regarder ton site et voir telle activité et essayer de rentrer en contact avec le prestataire et que toi du coup tu fais ta commission, là tu as quand même fait ça, de t'avoir mis en lien avec Ce que tu décris, ça s'appelle le bypass, le fait de bypasser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le restaurant qui s'appelle Thibaut Doudou, je l'appelle chez Georges. La location qui s'appelle machin truc machin, je l'appelle chez Rodolphe. Tu es obligé de passer par moi. Il est hors de question que je prends ça, c'est un combat que j'ai aussi avec mon associé, qui est tellement, elle est ici du grand hôtel, elle est dans le dépassement, et c'est pour ça qu'on a des super bateaux. Elle sert trop bien le client, même si ça pourrait paraître comme quelque chose de bien, mais trop bien. Mais tu en arrives à pas donner de valeur à ton travail. Ton travail a de valeur. Le mec, s'il t'a appelé, c'est qu'il cherchait un renseignement qu'il n'a pas eu, parce qu'il a appelé d'autres loueurs qui ne répondent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps de répondre, parce qu'il y a des clients devant eux. Et le marché est tellement bizarre, c'est que tu payes plus cher en réservant que si tu vas sur place. Le problème, c'est que si tu vas sur place, on ne rapporte plus. Et ce que tu payes en réservant, c'est la certitude d'avoir un truc. Tu ne réserves pas pour avoir moins cher. Et c'est d'un confort incroyable avec les gens qui cherchent du tarifaire. Allô, je veux un truc. C'est combien la voiturette chez vous? 89 €. Mais c'est 70 € sur place. Oui. C'est plus cher chez vous. Oui. Eh bien, je vais faire le tour. Allô, il vous reste des voiturettes? Non. Bonne chance sur place. Bon, Fort Napoléon à pied. Et c'est ça en fait. Et c'est pas parce qu'on le veut. Moi, si le marché me dit tu prends sur la com des loueurs, parce qu'il y a tellement de loueurs, il y a tellement peu de touristes que tout le monde baisse. Et ils cherchent des gens pour ramener des marché s'inverse, tu vois. À ce moment-là, ça s'inverse. Merci. Dernière question. Quelqu'un en a une? Non? Ah. Vas-y, la dernière question est à toi. Oui, je rebondis sur ce que tu disais. J'ai un homonyme au sein de la cité, qui fait les vélos. Voilà, pour l'anecdote, il y avait des retours d'expérience un peu liés avec un truc synthétique en France. Et on évoquait tout à l'heure les responsabilités, si tu veux, et tout cas des étoiles sur Internet qui restent sur un même niveau, alors que
les prestataires derrière, eux, des évaluations assez négatives. Comment tu peux expliquer ça et comment tout à l'heure tu en as parlé, c'est la relation client. Mais quand il y a un vrai clash, comment tu arrives à t'en... En fait, le secret de l'interface, c'est que le client, il n'est pas bête. Il sait qu'il est passé par quelqu'un pour avoir un service, il sait qu'il arrive sur une île. Parce que tu as deux typologies de clients. Soit tu as le mec qui ne veut pas s'embêter, il y va. Et quand il a une mauvaise expérience, il nous rappelle, il nous explique ce qui s'est passé. On va chercher l'explication, on le rappelle. Rien que ça le calme. Il ne va pas te laisser un mauvais. Il ne va pas te laisser un bon commentaire, mais il ne va pas te laisser un mauvais commentaire. Parce qu'il a vu que tu l'as pris en charge. Et le client qui a passé un super truc alors que la prestation était moyenne, si la prise en charge était très bonne, il va laisser un bon commentaire. Tu sais que Amazon fait exprès de générer des problèmes sur les commandes pour les résoudre après. Parce qu'un client qui a vu sa problématique résolue est plus fidèle qu'un client qui a eu ce qu'on lui a servi. Tu vois ? Et c'est de la neuroscience, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne fais rien de plus que de m'en occuper en fait. Et il comprend à ce moment-là que c'est inhérent à personne. Une fois de temps en temps, il peut tomber sur le scooter où il manque il avait pété le rétroviseur et voilà, le casque n'était pas propre, un truc comme ça. Je fais remonter, je ne suis pas content, machin, Rodolphe, je ne suis pas content, ok, t'es pas content, bon, monsieur, personne n'est content, il est content que personne ne soit content, et tout le monde est content. C'est une super façon de clôturer. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause de 5 minutes. Ça va vraiment être 5 minutes. Et on enchaîne tout de suite avec un sujet super intéressant qui va être le haut de gamme et le luxe en Guadeloupe avec monsieur qui est là-bas, monsieur qui est juste à côté, et ton associé, je ne sais pas où elle est, Anthony. Elle est en face. Elle est juste là. Ok, super. Donc voilà, 5 minutes chrono, je compte sur vous. Comme ça, après, on a une belle discussion autour du haut de gamme. Et on finit avec le manger cochon et un apéro tous ensemble. Bang bang. Ah non, vous n'êtes pas synchro là. Bang bang. Presque. Bang bang. Ah, bah.